Salut à tous et toutes, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec aujourd'hui, avant de vous souhaiter de bonnes vacances, 3 hommages à 3 grandes personnalités disparues du cinéma français. 1. Le comédien Jean-Louis Trintignant avec un entretien aussi rare que surprenant. 2. Jacques Perrin, le producteur, comédien, avec une interview inédite. Et enfin 3. Le comédien Patrick Devers à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Tout ça, c'est pour vous aujourd'hui dans votre Pop Cinoche numéro 30. Le 17 juin dernier, en fin d'après-midi, nous apprenions la disparition à l'âge de 91 ans d'un des comédiens majeurs du cinéma français. Plus de 55 ans de carrière, 140 films tournés qui nous ont permis d'apprécier sa silhouette, sa prestance féline, agile, son sourire irrésistible et sa voix d'une incroyable douceur. Vous avez bien compris, en voyant les affiches derrière moi, que je voulais parler de Jean-Louis Trintignant. Alors, il faut que vous sachiez que Jean-Louis Trintignant ne donnait que très peu d'interviews. Et grâce à son indéfectible amitié pour le cascadeur Rémi Julienne, il a accepté de me recevoir. Une longue interview filmée a eu lieu, mais figurez-vous que dans cet entretien, on a surtout parlé de sa grande passion pour les voitures et pour la compétition automobile. Heureusement, rassurez-vous, tout ça était très proche du cinéma et d'un certain nombre de films qu'il avait lui-même tournés. Aujourd'hui, Pop Cinoche tenait à rendre ce vibrant hommage avec une des dernières interviews filmées de Jean-Louis Trintignant. Regardons-le, écoutons-le, savourons-le. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, j'étais passionné par l'auto, ça m'a un peu passé, mais j'étais passionné. Alors, j'ai d'abord continué à faire du ciné pendant que je faisais de l'automobile, ça m'aidait pour trouver des sponsors. Je me disais, j'étais assez moyen, je me disais, c'est parce que j'ai des contrats, alors j'ai pas le droit d'avoir un accident, de me blesser. Il faudrait que j'en fasse comme ça, complètement libre. Alors j'ai arrêté de faire du ciné complètement, de prendre des engagements pour le ciné, et puis j'étais pas meilleur, je suis resté toujours assez moyen. Non, j'étais passionné et travailleur, je suis un gros travailleur. Il paraît que Jean-Sébastien Bach a dit n'importe qui s'appliquerait autant que moi ferait aussi bien. Je ne sais pas si c'est de la fausse modestie, mais moi je pense ça aussi. Moi j'ai travaillé, j'ai fait toutes les écoles de conduite, je me suis acheté 2 petites monoplaces. J'ai travaillé comme si j'avais été doué, j'aurais été mieux que Senna. C'était Senna à l'époque et Prost. J'ai commencé en même temps que Prost. J'ai commencé à l'école au Castellet, ou à Manicourt je crois que c'était, oui, il était à Manicourt. Mais il était bien meilleur que moi déjà, à l'école. Vous savez, quand on entre dans une grande courbe à une certaine vitesse, une fois qu'on est dedans, c'est l'accélération qui tient la voiture. Surtout moi j'ai commencé avec des rallye 2, quand on levait le pied, paf, on partait en tête à queue. Alors, il ne faut pas se tromper, quoi, parce qu'une fois qu'on est embarqué dans la courbe, on ne peut pas lever le pied, on ne peut pas freiner, on ne peut pas ralentir. Il faut rester à fond et espérer que ça passe. Je trouve ça très beau, et puis je trouvais très beau la technique, je trouvais très beau le geste. Et puis j'étais le neveu d'un pilote, Maurice, mon oncle, avait fait de la Formule 1. J'étais passionné, je l'ai souvent suivi. J'étais souvent dans son staff, petit staff de mécaniciens. En tant qu'observateur. En tant qu'observateur, et oui. Et puis je l'aidais quand même, hein. Je changeais les pneus. Ah oui, je le connais depuis longtemps, même avant de travailler avec lui. Et quand j'ai fait de la mise en scène, bien sûr, je voulais travailler avec Rémi. Rémi, c'est vraiment un frère, on a à peu près le même âge. Il est un petit peu plus vieux que moi, je crois. C'est vraiment un homme merveilleux, je trouve, merveilleux.
Oh, merveilleux, c'est vraiment un homme que j'aime beaucoup, tendrement. Et maintenant, je ne fais plus de films, j'en ai fait que 2. Dans le deuxième, il n'y avait pas de cascade, mais dans le premier, on a beaucoup travaillé ensemble. Une journée bien remplie, c'est ça. Mais j'avais travaillé avec lui quand j'étais acteur, enfin dans les films d'autres metteurs en scène. Et j'avais vraiment sympathisé, je sais pas, c'est un type, je me suis senti très bien avec lui tout de suite. Puis après qu'on ait travaillé ensemble, on s'est vu parce qu'on faisait des courses avec Moustache, le Star Racing Club, et Rémi en faisait partie, il était très bon d'ailleurs. Il était trop bon même. Il était trop bon parce il avait peur de rien. C'est sûr que des petites courses de voitures comme on faisait, à côté de ce que lui réalisait dans ses cascades, c'était rien, quoi. Parce qu'on n'avait pas une très grosse technique et on allait souvent un peu au-dessus de nos moyens. Ouais, mais Rémi, il n'allait pas au-dessus de ses moyens parce qu'il avait une technique et il savait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas encore. Ouais. Cela dit, moi je me suis bagarré en piste contre Rémi, j'aimais bien, parce qu'il était en même temps très correct. Nous on était un peu des voyous, on n'était pas très corrects. On faisait semblant par exemple, vous connaissez peut-être, c'est quand on se suit, enfin quand on est devant, on appuie tout doucement sur les freins, alors celui qui est derrière croit qu'on va freiner et puis il ralentit. Et en fait on réappuie sur l'accélérateur. On était vraiment des voyous. Alors que Rémi, il était toujours très correct, très correct. Parce qu'il était plus fort peut-être, oui. Parce qu'il était plus fort que nous, alors il n'était pas obligé de faire des trucs comme ça. En deuxième position, Régal Chemarin. En troisième position, la voiture numéro 4, qui est celle de Marc-André Trintignant. Moi, souvent, je savais que je perdais du temps, mais ça me plaisait de contrebraquer, d'être en travers. Mais je savais que c'était pas efficace. Et Rémi, quand il voulait gagner, il savait aussi que c'était pas efficace. Il le faisait pas, quoi. Tandis que moi, je faisais que ça. Mais j'étais pas efficace. Je me souviens de la première scène qu'on a tournée avec Catherine Deneuve. On était amis, je crois. Enfin, on était en voiture tous les deux. Moi, je conduisais. Et il avait demandé pour conduire la caméra, c'est-à-dire la voiture qui était juste devant, il avait demandé à un très bon pilote, je crois, qui s'appelle Trottmann, René Trottmann. C'était une DS, enfin lui c'était Trottmann, il courait pour Citroën. Et il était très bon, donc, enfin, mais il avait une voiture quand même un peu lourde avec la caméra. Et moi, je devais rester à une certaine distance pour qu'il y ait le point, mais pas trop loin. Il fallait pas que je sois 3 mètres derrière, quoi. Et alors, on faisait ça sur des petites routes. Je sais que Catherine, elle disait, mais vous êtes fous, vous êtes fous, vous êtes fous. On s'est amusé dans beaucoup de films comme ça. Je me souviens même une fois avec, c'était Rémi, et je me souviens qu'il y avait, le type travelling n'allait pas assez vite. Alors moi j'étais celui qu'on filmait et j'ai demandé à changer avec celui qui était derrière et j'ai conduit la voiture travelling. Alors qu'on ne me voyait pas. Descendez. Pardon? Prenez le premier taxi. Descendez et prenez le premier taxi, je vous arrête là. C'était les motards qui étaient très bons, c'était des vrais pilotes de Grand Prix, de moto. D'ailleurs, ils sont presque tous tués depuis. C'est dangereux la moto, hein. Mais c'est beau. Moi, si c'était à refaire, je ferais de la moto. Ah oui. Ah oui, parce qu'on peut arriver à 3 dans un virage. On peut pas arriver à 3 en voiture. Il n'y a pas la place, tandis que la moto, c'est magnifique. On était sur la piste, à Turin, sur la piste de Fiat, du groupe Fiat, Lancia. Verglas, pluie, brouillard, pavé, terre
battu, asphalte, bref, tout ce qu'un circuit normal ne pourra jamais réunir. Nous avons donc décidé de faire cette course sur 1000 km. Et on devait... C'était pour la Lancia, pour la marque, qu'on faisait ça. On devait essayer de casser enfin de savoir dans la catégorie de voitures, et c'était une bonne catégorie, c'était des voitures qui maintenant coûtent dans les 30 à 40 000 euros, et on avait le droit de les casser le plus tard possible. Alors on avait un circuit qui était terrible, où il y avait un tremplin, on montait, je sais qu'on sautait 50 mètres pas en hauteur, mais en longueur, et ça esquinte quand même un peu les voitures. On passait dans l'eau, on passait dans des cailloux, enfin... Et puis il y avait, on conduisait, et c'était vraiment, on s'est amusé comme des fous avec l'équipe de Rémi, quelques cascadeurs, plus mon épouse, Marianne Hoffner, plus moi, je crois que c'est tout, quoi, on était avec les cascadeurs. Et on avait chacun, mais on avait des belles voitures. Alors, moi j'avais une Lancia, en fait c'est la Lancia qui a gagné, mais on a triché parce que on a usé 3 ou 4 Lancia, alors que les autres, alors il y avait Mercedes, BMW, Volvo, Saab, il y avait vraiment que des voitures de la même catégorie que la Lancia. Et on s'était amusé, quoi, vraiment. Puis c'est exceptionnel quand même, on vous donne une voiture de 30 000 euros à casser. C'était amusant. Quand Claude m'a proposé le film, il m'a raconté l'histoire. Il écrit sûrement un scénario pour lui, pour les techniciens, mais les acteurs, il leur donne pas de scénario, il leur raconte l'histoire. Et mon personnage, c'était un médecin. Et comme j'étais à ce moment-là très passionné par l'automobile, je lui ai dit, tu crois pas que ce serait plus intéressant s'il avait un métier autre, qu'il soit pilote automobile? Alors il m'a dit, je te dirai demain, je vais réfléchir. Et le lendemain, il m'a dit, mais oui, c'est une très bonne idée. Ça permet, dans cette histoire qui est un peu une histoire d'amour, un peu gnangnan, ça permet de l'action, des changements de rythme. Et il a très bien filmé. Et je pense que le fait que ce soit un corps automobile a peut-être changé l'esprit du film. On n'était pas brillants, alors dans le film on était, je crois, premier ou deuxième. En réalité on était 85e. Mais c'était du cinéma. Mais c'était du ciné, oui. Je vous remercie beaucoup. Merci. Formidable et émouvant Jean-Louis Trintignant, et je suppose que vous avez vu, dès qu'on parle d'automobile, ses yeux qui pétillaient un petit peu comme un enfant qui parle de ses jouets, c'était évidemment très touchant et un grand moment pour Adriane et moi qui avons filmé cet entretien exclusif. Et d'ailleurs, si ça vous a donné envie de vous replonger dans l'ensemble de sa vie et de sa carrière, eh bien, je vous conseille dans un premier temps l'excellente biographie de Philippe Durand intitulée tout simplement Jean-Louis Trintignant chez First Document, et un livre plus fouillé iconographiquement parlant, c'est un album de son ami Serge Corbert et Jean-Yves Cattelan, Dialogue entre amis, c'est aux éditions La Martinière. C'est un très bel album photo auquel Trintignant a donc participé puisqu'il a énormément raconté sa vie et sa carrière à Serge Corbert et à Jean-Yves Cattelan. 2 livres essentiels si vous voulez en savoir plus sur ce grand acteur qui vient de nous quitter. Et maintenant, un autre hommage à un acteur, 130 films comme comédien, 12 films pour la télévision et le cinéma en tant que réalisateur, et une 50aine de productions, souvent avec des films ambitieux, allant de Z de Costa Gavras au choriste de Christophe Baratier. Je veux parler de Jacques Perrin, qui s'en est allé le 21 avril dernier, et d'ailleurs, son partenaire privilégié de cinéma, les films Pathé, lui ont rendu un très bel hommage la semaine qui a suivi sa disparition dans le film français, avec une page qui veut tout dire, simple, sobre, élégant et efficace. Regardez, merci Jacques pour ton amour du cinéma. Tout était dit. En effet, Jacques Perrin, j'avais eu le bonheur de le rencontrer à plusieurs reprises, et notamment en 2001,
quelques semaines après la sortie du Peuple migrateur, qui est une grande réussite dans le genre. J'étais allé le voir dans ses bureaux de Galatée pour faire un peu le point avec lui sur ses goûts cinématographiques et l'importance de la musique dans ses films. Parce qu'à l'époque, on ne parlait que des partitions de Bruno Coulet, après Microcosmos, Le Peuple migrateur, etc. Et je m'étais mis dans l'idée de faire un petit portrait croisé entre Bruno Coulet et Jacques Perrin. Ce petit sujet n'a jamais été vu par personne, sauf aujourd'hui, par vous, à l'occasion de cet hommage que nous tenons à rendre maintenant à Jacques Perrin. La première des difficultés, c'est comment dire la musique qui va nous plaire, le type de musique. Alors le plus épouvantable, c'est de dire attends, je vais te donner et on va chercher parmi tous les CD, tous les disques que l'on peut avoir. Tu vois, je voudrais que tu t'inspires de ça, mais que ce soit pas ça. Et sinon, avec les mots, comment exprimer un sentiment? On en reparlera, mais quand je parlais avec Bruno Coulet en ce qui concerne des termes de musique, il s'agissait de films sur la nature, et on en a fait quelques-uns ensemble. C'est très difficile, très difficile. Donc Jacques, je sais pas, je sais qu'on a eu une première rencontre qui s'est magnifiquement passée, qu'on était, je crois, vraiment en phase sur ce qu'on attendait de la musique. Et je pense qu'entre Bruno et moi, quelque chose s'est passé que je ne saurais pas définir, et c'est peut-être pour ça qu'on continue d'œuvrer ensemble. C'est que je ne sais pas très bien comment il fonctionne. Je sais, c'est voilà, le temps qu'il prend, donc les interrogations qu'il doit avoir, la remise en cause de lui-même constamment, et d'être avec quelqu'un, quel que soit le titre, en termes de musique, quelqu'un qui est à la recherche ça me plaît bien. D'abord, c'est la première fois que je travaillais avec un vrai producteur, c'est-à-dire un producteur qui... D'abord, c'est un type qui prend des risques fous, quoi. À chaque film, on a l'impression que... il se ruine à nouveau, que les succès du précédent servent à combler les déficits du prochain. Donc cette espèce de culot quand même, d'audace, de prise de risque, ça c'est la première fois que j'étais confronté à ça. Non, que je ne connaissais pas. Je ne lui ai jamais dit, mais il va l'apprendre. Je ne le connaissais pas, et j'ai pour associé et neveu un garçon qui s'appelle Christophe Baratier et qui aimait beaucoup Bruno Coulet. Il en était tellement convaincu qu'il m'en a fait peur. Et puis Marie-Joseph Yoyotte, qui est la monteuse de Microcosmos, parce que c'est la première fois où je l'ai rencontrée. D'abord, j'avais enfin réussi à me débarrasser des acteurs. Non, je plaisante, mais enfin, bon, il n'y a pas de dialogue dans Microcosmos. D'ailleurs, au début, je me disais que c'était bien, parce que là, vraiment, si j'avais envie de faire exploser les cuivres... Puis après, en travaillant sur le film, je me suis rendu compte que c'était presque le même travail que sur un film traditionnel. C'est-à-dire que les séquences, on ne pouvait pas tout se permettre sur chaque séquence. Il y avait un poids orchestral à respecter. Et avec Bruno, on recherche. Je sais que sur Nos oiseaux, il a écouté... des tas d'enregistrements, il a écouté Messiaen, il a écouté... et en même temps, c'était pour dire, peut-être, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même une direction, non pas pour que je la suive, mais qui était intéressante comme réflexion. Ça a été pour moi un grand moment. C'est la seule fois où, je crois, où j'ai vraiment eu le temps de travailler hors précipitation, avec un vrai dialogue, avec Jacques Perrin en plus, qui était le producteur. Enfin, il y avait... c'était un rêve. Sa première qualité, d'abord, c'est de croire en ce que je lui propose. Première chose. Mais ses principales qualités, je dirais presque... je reconnais Bruno à l'approche d'un film comme si c'était son premier film. Comme si c'était un jeune étudiant et qui se dit « Ah, formidable film, oh, formidable ». C'était étrange parce que personne ne s'intéressait à nous. Je me souviens à Cannes, on a eu une projection de presse où il n'y avait personne pratiquement. On était en sélection officielle, meilleure compétition, et on se demandait vraiment ce qu'on faisait là. Jacques arrivait, je crois qu'il faisait l'acteur au Mexique, il était ruiné. Et en 1h15... j'ai vu comment il y a eu un succès incroyable sur le film, les gens applaudissaient en cours de film. J'ai vu Jacques passer de la ruine au succès, et lui-même était complètement hébété, ne se rendait pas compte.
Et c'est ça le cinéma. Il a cet enthousiasme, une parfaite humilité et l'enthousiasme, la joie. Il a cette même réception des grands voyages spirituels qui peuvent être faits. Après ces quelques minutes passées avec le regretté Jacques Perrin et son complice musical Bruno Coulet, troisième et dernier hommage de cette émission aujourd'hui à Patrick Devers. Nous sommes le 16 juillet 1982. Le matin même, séance de travail, shooting photo avec Evelyne Bouix et Claude Lelouch, car le trio prépare le tournage imminent quelques jours plus tard de Édith et Marcel. Le jour même, l'après-midi même, Patrick Devers repasse chez lui et décide de se donner la mort à l'âge de 35 ans. Cela fait déjà 40 ans, à quelques jours près. Le cinéaste et journaliste Marc Esposito était un des amis les plus intimes de Patrick Devers. Et il y a quelques mois, il est venu ici même nous présenter son livre de souvenirs. Et évidemment, nous avons beaucoup parlé de son ami Patrick Devers, car c'était un des personnages les plus importants de sa vie personnelle et professionnelle, puisqu'à l'époque, il était le tout jeune rédacteur en chef du magazine Première. Il témoigne aujourd'hui à travers ces images que vous n'aviez pas vues à l'époque. Hommage à Patrick Devers, 40 ans plus tard. Alors, on parle d'années et on parle de 1974, Marc. Est-ce que tout ça, on ne va pas refaire l'histoire, mais est-ce que tout ça serait arrivé sans le film majeur du cinéma français de l'année 1974 qui a été le déclic, le grand déclic pour vous? C'est sûr, 74, c'est l'année des valseuses. Donc j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'école de journalisme. Mais quand j'ai vu les valseuses, tout d'un coup, j'ai changé de position. C'est-à-dire que j'adorais Lino Ventura, Alice Taylor et tout ça, mais c'était loin. Tout d'un coup, avec les valseuses, il y avait des acteurs, des héros qui me ressemblaient. J'ai été en empathie avec ce trio d'une façon qui m'a bouleversé et où je me suis dit « Ah oui, je vais en être ». J'avais envie de connaître ce trio-là. Et le truc formidable, c'est que tout ce petit monde explose vraiment. Ils sont révélés par les valseuses en 74, mais à partir de 76, donc de la naissance de Première, ils explosent vraiment. Absolument. Ils sont tous les trois dans des films différents qui marchent. Et on est là pour aller sur les tournages, pour les interviewer. Et c'était génial, puisque dès 1977, donc moins d'un an après la création de Première, je suis allé sur le tournage du nouveau film de Bertrand Blier avec Devers et Depardieu, qui était Préparez vos mouchoirs, qui se tournait à Paris. Et puis j'étais avec eux et c'était très fort, parce que même si on a le même âge, ils sont quand même un petit peu plus vieux que moi. Donc j'étais quand même un peu intimidé. Mais très vite, ils ont été tellement chaleureux et complices, parce que je pense que j'étais le seul journaliste jeune. Tous les journalistes, que ce soit de cinéma ou d'autres choses, étaient plus vieux que nous. Et ils avaient tous aimé des acteurs avant d'aimer Depardieu et Devers. Alors que moi, j'étais là, vraiment, j'ai été leur premier fan. Et je pense que je suis resté jusqu'au bout, en tout cas pour Devers, le journaliste qu'il aimait le plus. Voilà. Parlons de Patrick Devers, parce que c'est probablement un des personnages les plus importants de votre vie professionnelle et personnelle. C'est sûr, je dirais qu'évidemment, ça, c'est aussi beaucoup à cause de son destin tragique. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il avait vécu longtemps. Ça paraît de toute façon... c'est une hypothèse qui n'est pas... Il le dit dans une interview, moi je ne serai jamais vieux. Et en fait, il ne l'a jamais été. Et c'est vrai que je me suis senti en osmose avec lui dès que je l'ai rencontré. Alors que dans les valseuses, j'aimais vraiment les deux absolument à égalité, je n'avais pas de préféré. Mais Depardieu est quelqu'un de hors du commun, un personnage extravagant. Il m'a longtemps intimidé avant que je devienne proche de lui. Alors qu'avec Devers, on a été tout de suite potes. Il a tout de suite été chaleureux, on s'est connus dans des bonnes circonstances joyeuses, puisqu'on sortait tous les deux, on avait vu ensemble Le Shérif, qui était un film important pour lui, puisque c'était la première fois qu'il était la seule vedette d'un film commercial. En plus, Yves Boisset, réalisateur, c'était un grand metteur en scène à l'époque. C'était un événement, Devers dans un film de Boisset. Et moi, j'avais beaucoup aimé le film, lui aussi.
Et donc on est sorti de la projection, moi j'étais content pour lui, lui il était content de voir qu'il y avait un journaliste qui aimait le film, et on sentait que ça allait rigoler et que ce film allait marcher. Donc hop, on était ensemble, on est allé chercher sa voiture, elle était partie à la Fourrière, on est allé à la Fourrière, après on est allé chez lui, ce qui fait que quand on est arrivé chez lui, ça faisait déjà 1 heure qu'on papotait, qu'on rigolait ensemble, et on a été tout de suite, copains. Vraiment, il était très chaleureux et très rigolo. Mais néanmoins, vous avez découvert très vite ses fragilités, ses fêlures, ses failles. Oui, parce qu'en plus, je pense qu'il a aussi, il est un peu tombé dans la drogue, pas dès les premières années, mais en 78, 79, alors qu'on s'est connus en 76. Et puis là, tout d'un coup, il est devenu plus grave. Et puis, comme parallèlement, son image d'acteur était très très bonne, il s'est mis à tourner de plus en plus de films graves. Et donc les deux, entre sa vie personnelle avec, j'imagine, les poudres et les films qu'il rendait graves, oui, en quelques années, il s'est beaucoup éloigné du mec fringant et rigolo que j'avais connu, qui était une sorte de nouveau Belmondo, on va dire. Et il est devenu plutôt un acteur dramatique et très très bouleversant. Et donc, j'ai eu beaucoup de rapports aussi très émouvants avec lui, oui. C'était quelqu'un de très émouvant, de toute façon. Et il s'est suicidé le jour de votre anniversaire. Absolument, de mes 30 ans. Ce qui est évidemment un truc... 3 jours avant de commencer un film avec Lelouch. Absolument. C'était il s'est suicidé un vendredi, et le lundi, il devait commencer Edith et Marcel avec Lelouch. Oui, sur son suicide... il y a toujours beaucoup de mystères, personne n'était là, et donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Non, c'était vraiment quelqu'un, j'ai toujours ressenti comme une chance énorme d'avoir pu l'approcher et être son ami pendant une dizaine d'années. Destin tragique d'un des comédiens français les plus doués de sa génération, incontestablement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, alors moi je vous conseille de lire ce livre, Un fauve, de Enguerrand Guépy, qui a été réédité à l'occasion, qui, très légèrement romancé, retrace justement toute la dernière journée de la vie de Patrick Devers. C'est sorti aux éditions du Rocher. Et puis, côté musical, c'est une excellente idée d'avoir sorti cet album vinyle 33 tours qui regroupe quelques-unes des plus belles musiques de la carrière de Devers, Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Le Juge Fayardi, Le Shérif, réalisé par notre ami Yves Boisset, mais aussi Adieu poulet, Coup de tête, Un mauvais fils ou 1000 milliards de dollars. Voilà, vous lisez le livre en écoutant les musiques et comme ça, vous êtes un petit peu dans le prolongement de la vie et de la carrière de Patrick Devers. Voilà, après ces 3 hommages, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce programme, ce qu'on espère, vous likez, vous partagez, vous commentez comme d'habitude. Ah, je voulais vous dire aussi, à propos des photos du jour, tous les matins, à partir de 6h30, on a eu une idée avec Adriane, c'est que tout au long de cet été jusqu'à fin août, on va vous proposer une liste de nos films préférés. 25 films chacun, ils font partie de nos films fétiches, des films qui ont accompagné notre vie. C'est pas forcément ceux qu'on aime le plus, mais un panégyrique du cinéma qu'on aime. Alors vous commentez, vous nous dites ce que vous en pensez, et même si vous voulez vous aussi nous envoyer vos listes, on aimerait bien savoir quel type de cinéma vous aimez et pour savoir si ça match avec les nôtres. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, je vous le disais, je vais quand même, avant de vous laisser profiter de vos vacances, vous proposer à emporter 2 films, 2 livres, 2 disques. On commence par la musique avec Ennio Morricone, volume 2, comme toujours le meilleur du maestro, en 33 tours vinyle, à l'occasion notamment de la sortie du merveilleux documentaire de Giuseppe Tornatore, Ennio, qui est sorti en salle au tout début du mois de juillet. Et puis alors, je mets l'accent sur ce CD. C'est Music Box qui vient de nous sortir la sublime partition de Philippe Sard Pour mort d'un pourri de Georges Lautner avec Alain Delon. Le saxo était celui de Stan Getz. Je vous le dis sérieusement, je pense que c'est une des 50 plus belles BO de l'histoire du cinéma français. Et il y a 8 morceaux inédits, je vous le disais, qui ne faisaient pas partie du 33 tours original. Encore un magnifique travail de Music Box. Vous emmenez ça en vacances, à la plage, dans les écouteurs, le saxo de Stan Getz, et vous allez voir que vous allez passer un excellent moment. 2 livres pour le plaisir également. Alors, vous aimez le cinéma d'animation, vous êtes peut-être déjà allé voir Les Mignons, Il était une fois, Grou. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur
le studio Illumination et toute l'histoire des mignons, de Moi moche et méchant, eh bien lisez le livre de Claire-France Thévenon, qui en plus d'être une championne sportive de lutte, comme vous le savez peut-être, est une grande cinéphile et on a dans Pop Sinoche adoré son bouquin, donc on vous le propose. Et également, parce que ça s'emporte facilement à la plage et c'est très drôle et très documenté, ces films qui ont choqué leur époque. De 1915 à nos jours, de Guillaume Evin, c'est chez Casa Édition et c'est amusant de voir que ce qui choquait à l'époque ne choque peut-être plus forcément aujourd'hui, mais que ce qui choque aujourd'hui ne choquait pas forcément à l'époque. Et on apprend plein de choses sur quelques-uns des grands films qui ont fait grincer des dents en leur temps. Voilà, et puis alors côté cinéma, des films à emmener en DVD, en VOD. Moi je vous en propose deux. Il y a d'abord le film de Christophe Baratier, Le Temps des Secrets, agréable à voir en famille. Il est sorti fin du mois de juillet, le 24 juillet si je me souviens bien. Donc en fonction du moment où vous voyez cette émission, il sera déjà sorti ou sur le point de sortir. Et puis il y a aussi Maigret, le formidable Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu, qui incarne le commissaire Maigret de façon formidable. Le film est sorti et disponible depuis fin juin. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Adriane et moi, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Profitez bien des salles climatisées pour aller voir de bons films. Ça fait pas de mal. Et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Bye.